Merci de cette invitation, merci de tout ce rassemblement et je crois qu'il y a de l'énergie, il y a du potentiel, il y a des récompenses à venir. Le professionnalisme, ça vous parle déjà. Cette idée de professionnalisme m'est chère depuis pas mal d'années puisqu'on s'est interrogé sur qu'est-ce qui fait dire de quelqu'un qu'il se comporte comme un pro. On interrogeait souvent des acheteurs professionnels dans l'univers industriel en leur disant quand un commercial vient vous voir, quand il vous quitte au bout d'une demi-heure ou 3/4 d'heure d'entretien, qu'est-ce qui vous fait dire éventuellement quand vous parlez à votre patron ou à un collègue, là j'ai vraiment eu affaire à un pro. De la même manière, dans la vie de tous les jours et de façon très simple, quand on va dans un restaurant, quand on va dans une agence de voyage, qu'est-ce qui nous fait dire que l'interlocuteur qui nous a reçus, auquel on a peut-être posé quelques questions parfois difficiles, nous répond de telle manière qu'on se dise il y a du professionnalisme. Je crois que c'est plutôt un compliment, ça reste un compliment. Seulement, en pas mal d'années, le professionnalisme a évolué parce que les exigences ont changé, parce que le monde évidemment a changé. Il est incontestablement aujourd'hui plus imprévisible, l'incertitude règne, il y a beaucoup de changements, même on parle de rupture, il y a des univers qui sont chahutés par une concurrence asymétrique, acerbe, très dure, les rapports de force sont intenses, il faut trouver sa place là-dedans, on nous dit qu'il faut innover, qu'il faut imaginer, mais il reste effectivement pour le professionnel à savoir se comporter, à apporter une qualité de réponse, à respecter ses interlocuteurs. Et pour le dire très simplement, être pro, c'est bien faire son travail, créer de la satisfaction et faire en sorte que ce travail soit respecté, entre autres par ceux qui en profitent et ceux qui l'achètent, ceux qui en parlent, ceux qui en font quelque chose. Donc on est parti en quête assez tôt, avec quelques collègues, de se dire quels sont les comportements communs qu'il y a chez quelqu'un qui est perçu comme un pro. Encore une fois, quel que soit son métier, qu'il soit ingénieur, architecte, informaticien, cuisinier, qu'il soit prof de maths, qu'il soit sportif, qu'est-ce qui fait dire, et les jeunes d'ailleurs qui créent des startups aujourd'hui n'y échappent pas à cette règle-là, qu'est-ce qui fait dire, encore une fois, qu'il y a du professionnalisme, quels sont les comportements qui apparaissent dans ce professionnalisme. Parmi ces comportements, je laisserai de côté évidemment une compétence technique, le socle de tout, c'est-à-dire la compétence que l'on a dans le domaine où l'on travaille. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas parce que nous avons un comportement professionnel et des attitudes qui fonctionnent bien que tout ceci peut compenser des carences, des insuffisances, des négligences en matière de compétences techniques dans son domaine proprement dit. Donc le socle, c'est la compétence technique. Ne nous leurrons pas, il ne faut pas tergiverser là-dessus, c'est la base, c'est le socle du professionnalisme. Mais associé à ça, il faut y mettre en place des comportements. Et c'est sur ces comportements qui sont beaucoup plus volatiles que les Américains, pas très bien nommés d'ailleurs, répertorient depuis quelques années sous l'appellation des soft skills, c'est-à-dire tous ces comportements dont on dit assez facilement en France, pour se dédouaner d'ailleurs, qu'ils ne sont pas appris dans le contexte scolaire, universitaire ou de la formation initiale en général, ces comportements-là qui sont des attitudes de la vie qu'on rassemble parfois souvent sous les qualités humaines d'ailleurs. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça renvoie quand même quelque part à une idée de relation à l'autre, d'existence de l'autre. Et très souvent, et en la matière, nous sommes évidemment très autodidactes. C'est le propre produit de notre personnalité, de notre éducation, de notre relation aux autres qui parlent pour nous. Et on voit des gens, effectivement, ayant sur ce plan-là, assez vite et assez tôt dans l'entreprise, surtout quand ils sont dirigeants, responsables, managers, commerciaux également, être perçus par leur entourage comme ayant ces fameuses qualités humaines. Je vous proposerai de les rassembler autour de 7 grandes caractéristiques. Ça ne veut pas dire que tous les pros ont en commun véritablement ces 7 caractéristiques, mais au moins, elles sont souvent convenablement illustrées. Le point de départ de tout, je crois que c'est l'engagement. Quelqu'un qui est pro, c'est quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui s'investit. On peut parler de passion parfois, mais investissement personnel, désir, envie. Il a envie de faire ce qu'il fait, et ça se sent. Ne nous l'aurons pas, y compris déjà à l'école, ça commence comme ça. Les petits-enfants, quand ils voient l'instituteur rentrer dans sa classe, simplement, à le regarder, ils voient s'il a envie d'être là. Et si lui, il a envie d'être là, bah eux aussi, comme par hasard. Dans la vie de tous les jours, cette dimension d'investissement personnel, d'envie, de désir, je sais que le mot désir est un peu tabou dans l'entreprise française, mais il faudrait en reparler. Le désir, ça commande tout. L'envie de faire quelque chose. Quand on lit des biographies, et je vous conseille de le faire, ou des autobiographies de dirigeants d'entreprise, de gens qui ont réussi dans les affaires,
dans la science, dans la technique, dans l'univers en général, très souvent, il y a cette idée de passion, d'envie, de désir que j'ai accompli, que j'ai réalisé. Donc de l'engagement, faire preuve d'engagement. L'engagement, c'est aussi de la conviction, forte conviction, être femme ou homme de conviction, c'est-à-dire être attaché à des idées, maintenir le cap, être fort dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on veut et dans ce qu'on porte en soi comme valeur. Je crois que cette conviction-là, on la retrouve aussi dans le professionnalisme parce que ça donne de l'épaisseur, ça donne de la solidité et dès l'instant que vous avez et vous aurez des responsabilités, c'est un élément tout à fait fondamental. La conséquence de cela, ça devrait être ce que les Américains, dans la langue anglo-saxonne, appellent le consistency, la consistance, qui n'est pas très utilisée dans la langue française. J'ai quelques idées pour expliquer ça d'ailleurs. La consistance, c'est mettre en accord ce que l'on dit et ce que l'on fait, c'est-à-dire tenir ses promesses. On a un personnel politique qui a payé chèrement et durement ce manque de consistance ces derniers temps, et qui d'ailleurs, curieusement, semblait en avoir pris conscience il y a 1 ou 2 ans, en nous disant, attention, pendant les campagnes électorales, maintenant ce qu'on dit, on va le faire. C'est une menace intéressante d'ailleurs, au passage, maintenant on va le faire. Comme s'il y avait une prise de conscience objective, qu'on était dans la promesse, mais pas forcément tenue. Donc, être engagé, c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Le poison de la consistance, c'est la promesse non tenue. Dans la relation commerciale, tout acte de vente est une promesse. Dans la vie managériale, quand un manager s'adresse à ses collaborateurs dans une réunion, il y a un certain nombre de choses qui sont dites. Et l'écart entre ce qui est dit et ce qui est fait, c'est ça qui va faire qu'il y a ou pas de la consistance. Alors la consistance, c'est une dure discipline avec soi-même, parce que ça veut dire effectivement être en accord avec ce que l'on a dit. C'est l'alignement toujours de la trilogie dire, décider et faire. Les petits-enfants dans la vie de tous les jours sont extrêmement exigeants avec la consistance. Quand papa a dit ou maman a dit au début de la semaine on ira à la foire dimanche, les parents savent qu'il vaut mieux y aller en général, parce qu'une promesse énoncée qui n'est pas tenue, ça crée des dégâts. Et on parle dans notre société aujourd'hui de grands déficits de confiance, eh bien le produit de la consistance, c'est la confiance. Je n'ai plus confiance dans quelqu'un à partir du moment où il ne tient pas ses promesses. Donc l'engagement, c'est à la fois de la conviction, c'est du désir, mais c'est aussi de la consistance. Une discipline personnelle qui devrait nous appeler à être plus prudents au niveau de promesses faites, ce qu'on appelle un petit peu, et dans la vie de l'entreprise, certains dirigeants aussi d'ailleurs sont tombés dans la marmite comme les politiques, le danger de l'effet d'annonce. Sous couvert de séduire, sous couvert de rallier, sous couvert d'avoir des gens qui vous suivent, c'est facile de faire des effets d'annonce. Mais la réalité nous rattrape derrière. Cette réalité, ce sont les décisions, ce sont les actes qui mettent en relief la promesse ou pas qui a été faite. C'est à tort d'ailleurs, curieusement, à croire que les journalistes n'ont pas très bien compris ça, qu'ils ont critiqué par exemple que dans le monde politique on faisait des promesses. Mais que peut-on faire autre chose que des promesses dans une campagne, comme un vendeur? Quand il parle d'un produit, c'est toujours une promesse. Cette promesse sera réalisée à travers la validation par le client, dans l'utilisation du produit et du service, que ça fonctionne, que ça le satisfait, que c'est convenable, que c'est tout à fait en rapport avec ce qu'il attendait. Donc la vie commence toujours par des promesses. Nous sommes forts de nos promesses, mais la réalité du professionnalisme, c'est de les exercer, de les appliquer derrière. Je rencontrais il y a pas très longtemps dans une soirée un artisan plombier comme ça dans une chambre de commerce qui assistait à une conférence le soir et qui me disait « Bon, j'ai bien aimé ce que vous disiez, mais bon, je suis toujours un petit peu peur parce que j'ai l'impression que je vends un petit peu cher. Bon, actuellement, j'ai un carnet de commandes super bien rempli, etc. J'espère que ça va durer, mais je suis pas sûr, tout ça, etc. » En suivant la trace ce personnage-là, qui s'inquiète, qui a un bon carnet de commandes, qui manifestement a des bons clients, on s'apercevrait que les clients qu'on interrogerait sont des gens qui diraient quand il a promis par exemple au téléphone de venir vendredi soir parce qu'il y a un petit problème sur un robinet, il vient vendredi soir. Quand il nous dit je vous donne le devis mardi parce que vous allez aller voir votre banquier parce que vous avez un emprunt à faire pour les travaux, il vous donne ce devis mardi, c'est-à-dire qu'il tient ses promesses. Et quelqu'un qui tient ses promesses dans la société d'aujourd'hui, il peut vendre un peu plus cher, parce qu'il crée de la confiance. Et la confiance, ça n'a pas de valeur dans la société d'aujourd'hui. Donc quelqu'un qui est pro, c'est quelqu'un qui est consistant, qui met en accord ce qu'il dit et ce qu'il fait, et qui a cette discipline personnelle, et qui donc génère autour de lui de la confiance. C'est vraiment un point de départ, la confiance, c'est vraiment un point de départ, la consistance et l'engagement, faire preuve d'engagement. Ce que nous sommes parle pour nous, ce que nous faisons parle pour nous.
J'ajouterais aussi que le langage que vous avez ou que vous utilisez compte également. Il y a des termes dans la langue française, évidemment, qui sont un peu des dangers ou des pièges ou des poisons, et on les utilise assez volontiers. Je pense à, je ne vais pas faire de terrorisme intellectuel sur les mots, mais des mots qui sont pourtant porteurs dans certains domaines, comme essayer. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il y a des gens même qui essayent d'envisager. Donc là, c'est plus difficile. Il y a des gens qui essayent de réfléchir. Le client, souvent, qui à la fin entretien va essayer de réfléchir, essayer d'envisager. Imaginez que vous preniez l'avion et que le pilote dise on va essayer d'atterrir, pas totalement convaincu quand même que vous soyez mis en confiance par cette réaction. On est un peu déformé professionnellement, nous peut-être, et quand j'ai un ami qui me dit j'essaye de te rappeler demain, je lui dis laisse tomber, c'est trop compliqué. Essayez, réfléchir. Le verbe s'efforcer a été usé jusqu'à la corde. Tous ces termes-là renvoient bien à l'idée qu'on n'est pas fondamentalement dans l'action, dans l'engagement, dans la conviction, dans la capacité à prendre ses propres responsabilités. Donc je commence par ce point-là pour le professionnalisme, parce qu'il est assez fondateur quand même. Il n'y a pas de professionnalisme sans cette dimension très forte d'engagement. Deuxième critère du professionnalisme, c'est celui qui est peut-être le plus ancien, le plus visible, le plus immédiat quand on s'en approche. Vous allez dans une entreprise, vous allez un soir dans une manifestation, vous allez voir un spectacle. Si c'est bien organisé, vous allez dire c'est très pro. Et c'est vrai que quelqu'un qui est bien organisé, la dimension organisationnelle, incontestablement, reste aujourd'hui, dans un monde difficile, compliqué, un atout assez fort du professionnalisme. Quoique, on va voir que ça va être largement, aujourd'hui, compensé par un autre besoin très fort qui est celui d'adaptation. Attardons-nous quand même un peu sur le côté très organisé des pros. Vous avez peut-être entendu parler de cette différenciation qui date des années 70-80 par un prix Nobel américain Sperry sur les préférences cérébrales, cerveau gauche et cerveau droit. Il a, par des travaux repris de MacLean, réussi à montrer que nos hémisphères, en fait, sont spécialisés. Avant, on croyait que tout était dans tout dans le cerveau, et on a vite compris qu'il y avait des aires AIRES spécialisées, et que globalement, l'hémisphère gauche renvoyait à tous les aspects en rapport avec l'ordre, avec l'aspect organisationnel. En clair, les gens qui ont une dominante préférale cérébrale cerveau gauche sont en général très structurés, très organisés et sont plutôt méthodiques. Alors ça donne quoi concrètement dans la vie de tous les jours, un professionnel comme ça? Ce sont des gens méthodiques, ce sont des gens qui font des listes, ce sont des gens qui font des prévisions, ce sont des gens qui en général sont très sérieux dans leur emploi du temps, ce sont des gens très ponctuels, dans la vie de tous les jours, par exemple, un cerveau gauche, même dans la vie personnelle en famille d'ailleurs, un soir en vacances, à table, si on est 5 ou 6 autour de la table, s'il y a quelqu'un qui dit « qu'est-ce qu'on fait demain ?» S'il y en a un autre qui dit « on verra bien », s'il y a un cerveau gauche, il ne tient pas la nuit, il ne tient pas le choc. C'est pas possible de ne pas savoir ce qu'on fait demain, à tel moment, etc. S'il achète un appareil ou une machine, il lit le mode d'emploi en français, en anglais, en espagnol, en allemand, pour être sûr que c'est cohérent et que c'est toujours pareil. Donc c'est quelqu'un qui assure, comme on dit. Hein. Ce sont des gens qui ont des tableaux de bord en général, très impressionnants. Et les moyens technologiques modernes n'ont rien changé à ça. C'est quelqu'un qui est suréquipé dans l'aspect mesure, gestion, organisation. On peut parler de méthodique obsessionnelle dans certains cas et de façon très poussée. Ce sont des gens qui sont dans des besoins de réassurance. En général, ils ont tout en double. Ils vérifient, contrôlent. Ce sont des managers de process qui font du feedback en permanence. On a vu qu'il y a des sociétés très marquées cerveau gauche, avec des cultures très techniques et d'ingénieurs, dans lequel le temps de reporting peut aller jusqu'à 30% du temps de travail. Validation, vérification, revérification, validation, etc. Dans la vie de tous les jours aussi, il y a ces comportements-là. Quelqu'un part en voiture, va à Bordeaux, et la personne lui dit « dès que tu arrives, tu m'appelles ». Et l'autre qui lui répond bah, « je suis arrivé, c'est pas la peine ». Mais si tu m'appelles, parce que j'ai besoin de savoir. Il y a un besoin très fort de réassurance chez les cerveaux gauches. Ça a donné toute la grande période de la gestion, qui a dominé toute l'activité économique, on peut dire, des années 60 jusqu'aux années 90, l'apothéose de la gestion, gérer, contrôler, le contrôle de gestion. La société est devenue une société process organisée, c'est là que sont nées toutes les volontés de certification, normalisation, qui incontestablement sont effectivement un atout.
ont permis de réguler un certain nombre de difficultés, prévenir un certain nombre de problèmes et surtout apporter, a priori, plus de sécurité, plus de qualité aussi dans ce que l'on fait. Donc c'est un professionnalisme très marqué par cette tendance cerveau-gauche. Dans la vie de tous les jours, ça donne, encore une fois, des comportements parfois qui sont assez impressionnants. Chez les hommes, par exemple, c'est ceux qui mettent des bretelles avec une ceinture. Là, ça tient, c'est costaud, c'est solide, il n'y a pas de souci. Hein. Et ce sont des gens qui ont en général les choses en double ou en triple, ils ont tout ce qu'il faut. Ça commence dès l'école d'ailleurs. Hein. Les travaux de Sperry avaient montré qu'à partir de 5-6 ans, les tendances cerveau-gauche, cerveau-droit chez les petits-enfants sont déjà bien installées. Et un petit gosse cerveau-gauche, c'est un petit gosse qui va à l'école avec 3 tailles crayons, 4 cahiers en double, etc. C'est pour ça qu'il y en a qui vont sans rien, comme ça leur permet de vivre sur la bête. D'ailleurs, la société est très complémentaire. En général, les gens de cerveau gauche sont des gens très ressources, très intendants, qui prennent, au sens freudien, un point d'honneur d'ailleurs à servir aux autres, parce qu'ils ont ce qu'il faut, parce que c'est de la ressource, parce qu'ils créent quelque chose. Ça, c'est la tendance véritablement cerveau-gauche, et dans le professionnalisme, on voit ça sur les chantiers, dans les ateliers, dans la vie de travail, cette dimension professionnelle fondée sur l'organisation est intéressante. Ce sont des gens qui ont besoin de clarté aussi, ce sont des gens qui ont besoin de rigueur en général, qui sont très à l'aise dans la répétition, très à l'aise dans la répétition. On a vérifié qu'il y a des sports qui ont été construits, se sont construits pour des méthodiques obsessionnelles. Je pense à les athlètes qui sont dans les sauts, dans les lancers, tout ça, etc., sont dans des grands méthodiques obsessionnelles. Les nageurs, par exemple, sont des grands méthodiques obsessionnels, très à l'aise dans des charges répétitives, quasiment sacrificielles. J'ai rien contre eux, mais réfléchissez quand même à un gars qui passe sa vie à lancer un poids, c'est un peu grave quand même. Au bout d'un moment, tu peux en avoir marre. Mais bon, ils le font, parce qu'ils ont ce côté méthodique obsessionnel qui fait qu'ils sont dans la perfection. Et voilà, le mot est lâché. Dans la période 60-90, on peut dire qu'a été monté en exergue le professionnalisme sous l'angle du perfectionnisme. C'est-à-dire aller très loin dans la perfection dans quelque chose qu'on fait. Pas toujours des amis quand on dit ça à des artisans, mais l'artisan en général est quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, mais qui le fait parfaitement. Perfectionniste. En allant très loin dans la qualité répétitive, de tirer un maximum des choses. Ça, c'est une culture, c'est celle d'avant. C'est le professionnalisme des années 60-90. Ce professionnalisme-là, aujourd'hui, il est battu en brèche, parce que c'est un professionnalisme d'habitude. C'est un professionnalisme qui a besoin de points de repère, qui a besoin de régularité, qui a besoin de continuité, et qui est mis à mal par le monde d'aujourd'hui, avec ses ruptures, avec ses incertitudes, avec, on peut le dire d'une façon assez générale, son flou, son désordre qui nous guette. Troisième qualité du professionnalisme, et justement, c'est l'autre hémisphère. Celle dont on dit aujourd'hui que c'est la tendance dominante du professionnalisme, c'est le cerveau droit, c'est-à-dire la capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation totalement différente dans son mode de fonctionnement, puisqu'on y retrouve l'intuition, l'improvisation. Ce sont des gens très à l'aise dans l'approximation, qui adorent expérimenter, qui sont très à l'aise dans le changement, au point de le provoquer d'ailleurs, y compris parfois en allant trop loin, changer pour changer, sans forcément avoir de fil conducteur. Et on peut dire qu'on a là une recherche d'expérimentation, de prise d'initiative, de prise de risque, d'audace, où on ne sait pas forcément vers quoi on va. Ce sont des gens très à l'aise dans des projets qui doivent construire quelque chose dont on ne sait pas forcément ce que ça va donner. Donc le cerveau droit est complémentaire évidemment du cerveau gauche. Il est stimulé par toutes les activités d'initiative, de créativité, toute l'activité artistique aussi au sens classique du terme. En général, les cerveaux droits sont des gens qui sont très dans la relation, tout le réseautage, le besoin des autres, le partage d'expériences, qui n'est pas forcément la tasse de thé des cerveaux gauches. Et on peut dire qu'on est entré dans une époque, depuis 90-2000, dans une époque où on dit aujourd'hui que c'est cette culture, cette dominante cerveau droit, avec l'imagination, avec l'innovation, qui est la clé du monde. Je crois qu'il serait manichéen de les opposer. Bien entendu, et c'est peut-être ce qui fait l'exigence et la difficulté du professionnalisme d'aujourd'hui, dans un monde compliqué, difficile, où il faut quand même faire attention où on va, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de garantie. Et ça, c'est toujours notre tendance organisationnelle qui fait la différence. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de sortir des lignes, de provoquer, de prendre des initiatives, d'oser expérimenter sans forcément savoir ce que l'on va donner, qui est plutôt d'inspiration et de culture cerveau droit. Normalement, l'école est censée créer les conditions
de développer ces deux hémisphères. Elle les développe ou les a développés plus ou moins inégalement, et c'est extrêmement difficile de porter un avis là-dessus. On a dit que l'école française était très orientée cerveau gauche, beaucoup moins cerveau droit, activité d'initiative, activité artistique, prise de risque, audace, expérimentation, etc. Mais c'est au cas par cas. On sait qu'il y a des enseignants, assez maîtres dans leur classe quand même, qui ont tendance à créer des conditions parfois qui peuvent dérouter et qui pourraient surprendre. J'ai connu, j'ai des enfants et des petits-enfants aussi, des instituteurs par exemple, qui très très tôt créent de véritables activités de projets en quelque sorte, où il s'agit d'inventer, d'imaginer, de construire des choses qui détonnent complètement avec l'application rigoureuse de ce qui est fait dans la dominante cerveau gauche. En tout cas, le professionnalisme d'aujourd'hui a vraiment besoin de ces deux dimensions-là. Organisation et capacité d'adaptation. Rigueur et en même temps imagination et prise de risque. Il ne faut pas les opposer. Je crois que c'est par accoutumance qu'il faut les travailler, il faut les mettre en avant régulièrement pour savoir où on en est là-dessus. Et vous-même devez savoir où vous en êtes. Est-ce que je suis plutôt à l'aise dans ma zone de confort cerveau gauche, ou est-ce que je suis plus à l'aise dans une zone de confort cerveau droit, dans l'audace, dans la prise de risque, dans l'expérimentation? Il faut bien se connaître en fonction du poste que l'on occupe dans l'entreprise, des responsabilités que l'on peut avoir et du rôle que l'on peut avoir dans la vie en général. Donc le professionnalisme, il évolue. Incontestablement, il devient plus exigeant aujourd'hui à cause de ces dimensions-là. En clair, il ne suffit plus d'être seulement rigoureux, mais il faut être aussi inventif, il faut être aussi expérimentateur, aussi preneur de risques. Au sens de Lévi-Strauss d'ailleurs, qui était très avant-gardiste là-dessus, il faut savoir bricoler, faire du bricolage. Xavier Niel en parle régulièrement à ses cadres. Quand vous n'y arrivez pas, quand une méthode ne fonctionne pas, bricolez. Parce que ce qui compte, c'est de faire, expérimenter, pas d'attendre, pas qu'une théorie ou qu'une méthode apparaisse. Mais bricoler, vous arriverez vous-même à trouver quelque chose. Quatrième comportement du professionnalisme qui nous paraît tout à fait essentiel, c'est la capacité d'écoute. Ça fait longtemps qu'on en parle. Depuis que Carl Rogers, dans les années 60, a développé la notion d'empathie, c'est devenu un quasi-fonds de commerce dans les stages de formation. Tous les gens, quand on leur parle d'empathie, disent « Ah oui, j'en ai entendu parler dans les stages », et donc connaissent le mot même, alors qu'il est entré dans le dictionnaire il y a seulement une trentaine d'années. La notion d'empathie, c'est la qualité d'écoute, c'est l'attention aux autres. On dit aujourd'hui qu'une des solutions peut-être du monde au respect des autres, c'est de faire monter l'empathie. Apparemment, ça n'a pas l'air facile. Ça n'a pas l'air facile, dans le sens où cette prise en compte de l'autre, c'est pas seulement écouter passivement ce que dit quelqu'un, mais c'est chercher à comprendre dans sa logique à lui ce qu'il attend, ce qu'il craint, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Ça a été présenté comme la clé absolue dans les séminaires de formation commerciale ou dans la relation acheteur-vendeur, dans la relation client-fournisseur. L'acte de comprendre, l'acte d'écouter, l'acte d'interroger est tout à fait essentiel. Comme dans le management, évidemment, aussi dans la vie de tous les jours. Donc, empathie, capacité d'écoute. On aura ou on n'aura pas cette empathie à la clé. Elle ne s'enseigne pas, il faut créer les conditions qu'elle apparaisse dans la vie de l'école, dans la vie de la formation, dans la vie de tous les jours. Certaines personnes qui ont des valeurs de respect, des valeurs de tolérance, en général, sont plus enclines assez facilement à faire preuve d'empathie, tenir compte des autres. Pas seulement entendre ce qu'ils disent, mais qu'est-ce que je fais de ce que dit l'autre en face de moi. Alors cette notion d'empathie, disponibilité, accessibilité, quelle capacité je laisse en quelque sorte en place pour que l'autre puisse s'exprimer, c'est ça la notion d'écoute. C'est vrai que nous, formateurs, ici, je suis réduit à vous en parler, alors que écouter, c'est entendre, c'est se taire en général. Nous sommes plus dans le dire que dans l'entendre. Et cette capacité, effectivement, nécessite une grosse prise de conscience personnelle pour progresser là-dessus. On a des témoignages dans les stages de formation qui sont encourageants, où des gens nous disent « Je crois que j'ai progressé là-dessus, ça a été un déclic, ça a été une découverte pour moi. J'avais tendance à ne pas écouter, on me le disait, je ne savais pas à quoi ça tenait. Maintenant, j'ai l'impression que ça va mieux, parce que le meilleur retour qu'on peut avoir, c'est les autres, évidemment, là-dessus. » Dans le déclaratif, dans les entretiens de recrutement, par exemple, j'ai toujours été frappé de voir des gens parfois qui disent « Ouais, moi j'écoute très bien, j'ai une très bonne écoute, etc. » Bon, quelle validité ça peut avoir? On ne le sait pas, ce sont les autres qui peuvent le dire. Alors, on n'est pas dans une configuration de formation, là, mais quelques petits conseils, quelques petits trucs quand même pour améliorer sa capacité d'écoute.
il y a au moins deux aspects sur lesquels vous pouvez agir. Le premier sur lequel vous pouvez agir, c'est calmer en vous la tendance à réagir trop tôt, trop vite quand quelqu'un dit quelque chose. C'est très partagé, cette tendance, et on peut dire ce défaut-là. Capacité à réagir trop tôt, trop vite à ce que dit quelqu'un. Exemple. Quelqu'un dit, tiens, le nouveau logiciel qu'on a mis en place, franchement, c'est pas pratique. Réponse de l'interlocuteur, mais si c'est pratique, regarde, ta collègue s'en sert depuis 15 jours, ça marche très bien. La réponse est bien foutue, c'est du bon français, ça tient la route, c'est même argumenté, c'est appuyé par du factuel, ta collègue s'en sert depuis 8 jours, ça marche très bien, etc. Sauf qu'en matière d'écoute, ça vaut 0. Mettons-nous à la place de l'interlocuteur qui venait de déclarer le nouveau logiciel qu'on a mis en place, franchement, c'est pas pratique. Tout se passe comme si on ne s'était pas occupé de lui, c'est-à-dire de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense, de ce qu'il a comme expérience, lui, de ce nouveau logiciel. Nous cherchons trop à convaincre et moins à comprendre. Or, dans la vie, dans le professionnalisme, comprendre précède le convaincre. Comprendre précède le convaincre. C'est pas si facile que ça. Ça nous vient de loin, cette tendance à réagir trop tôt, trop vite. Petit détour banal, dans un commerce de vêtements, par exemple, une personne essaye une veste ou un tricot bleu, et à un moment donné, elle lâche la phrase fatale « C'est pas mal, mais j'aime pas trop le bleu ». La vendeuse. Mais pourtant, ça vous va très bien. Dans certains cas, elle ajoute « C'est ce qu'on fait en ce moment ». Et dans certains cas, elle ajoute même « Je comprends pas ». Supprimer la vendeuse, c'est très urgent pour le patron. C'est la vendeuse le problème. C'est la vendeuse le problème. Si je déroule la bande, il y en a un qui a dit « J'aime pas trop le bleu » et quelqu'un qui lui répond « Ça vous va très bien ». Ça commence très fort en matière de communication. Faisons un petit détour par la table familiale. Il n'y a pas besoin d'aller dans les affaires, chercher des exemples qui prouvent que notre capacité d'écoute mériterait d'être développée. À table, lundi, c'est trop salé. Réponse, d'habitude tu remets du sel. Je ne suis pas sûr de la suite de la soirée. Pas du tout sûr de la suite de la soirée. Qu'est-ce qui nous prend à être réactif comme ça, à réagir trop tôt, trop vite comme ça? C'est le déni de l'écoute. On baisse le rideau, on entend quelque chose et on oppose quelque chose à l'autre. Comme si à chaque fois, sans faire de psychologie des profondeurs, on avait quelque chose à défendre. Comme si à chaque fois, on était occupé par l'idée de se justifier avant de chercher à comprendre. Quelqu'un qui est pro dans la vie, il met en avant cette volonté d'abord de comprendre ce que dit quelqu'un pour mieux ou éventuellement après, peut-être, tenter de le convaincre de quelque chose. C'est pas si simple que ça. Ce mécanisme-là se met en place très tôt dans la vie de tous les jours, chez le petit enfant, tendance à réagir trop tôt, trop vite, malencontreusement, qui détruit, qui dénature et qui dégrade la qualité d'écoute. Mais un culpa pour nous, formateurs, dans le domaine de la formation commerciale, j'en ai connu une extrémiste au début de ma carrière, des séminaires de formation qui abordaient le thème de traitement d'objections, qui était un sujet extraordinaire dans l'univers commercial. Comment traiter les objections? J'ai connu des techniques dans certains séminaires qui montaient jusqu'à 37 recettes pour traiter l'objection. Le pauvre client qui disait c'est un peu cher, il prenait 15 balles garantie. J'ai appris tardivement, malencontreusement, après tout ça, qu'il est extrêmement difficile de tenter de convaincre quelqu'un en lui montrant qu'il a tort. On peut peut-être y arriver, mais c'est sacrément difficile. Sacrément difficile. Donc c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Deuxième risque de la mauvaise écoute, c'est la tendance à l'égocentrisme, ramener à soi les choses. C'est très simple, là, vous allez vous y retrouver très bien. Ce sont les ravages dans la vie de tous les jours, dans le dialogue ordinaire, des moi-je. Vous dites quelque chose à quelqu'un et l'autre répond « moi-je ». Je fais une remarque banale à une personne, par exemple. Tiens, cette fois-ci, dans la boutique, on devrait ranger peut-être les flacons de telle marque plutôt devant. Réponse de la personne qui s'en occupe, moi je les mets toujours là parce que les clients sont habitués, etc. Moi je ceci, moi je cela. Quand quelqu'un est touché par la grâce du moi-je, la qualité d'écoute est sérieusement dégradée. On va refaire un petit tour par la vie personnelle. Vous arrivez chez des amis un samedi soir, on a causé de quelque chose, tu lances la conversation et puis tu dis par exemple, tiens, on a passé une semaine en vacances en Irlande. Ce à quoi mon ami répond, moi, je vais toujours en Corrèze.
Et je récupère 10 minutes très intéressantes sur la Corrèze. Très, très intéressantes. Bon, comme la soirée dure plus que 10 minutes, j'en tente une deuxième. Bon, tiens, cette année, on a mis des géraniums sur les balcons. Et moi, je mets toujours des bégonias. Là, tu te dis quand même, la soirée va être assez difficile. Parce que l'Irlande, ça marche pas. Les géraniums, ça marche pas. Bon, je pourrais en tenter une troisième. Tu vois, hier soir, on était dans un nouveau restaurant italien en bas de chez nous. Moi, je vais toujours chez les Chinois. C'est dur quand même. C'est très difficile. C'est pas méchant. C'est pas mal intentionné. C'est quelqu'un qui est centré sur qui? Sur lui-même, tout simplement. Et comme disait Rogers, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est pas un défaut terriblement humain d'être centré sur soi-même. Mais c'est fou les dégâts que ça crée dans la relation à l'autre. C'est ça le problème. Être centré sur soi, d'accord. Se connaître, d'accord. Se respecter, d'accord. Mais dans la relation à l'autre, ça ne marche plus en quelque sorte. Alors vous allez me dire, dans les deux cas, quel était l'antidote? Très simple. Il n'y a qu'à retourner à Socrate. La maïeutique, l'art d'accoucher l'autre, retrouver la vertu du questionnement. Rogers le disait lui-même d'ailleurs, l'empathie, quand le terme est venu, beaucoup d'étudiants lui disaient, oh, c'est un peu abstrait, faire preuve d'empathie, dites-moi c'est quoi, tout ça, etc. Et Rogers disait, mais écoutez, ma concierge fait preuve d'empathie. Et là, il laissait un temps. Presque toujours un élève disait, ouais, mais c'est normal parce que vous l'avez formé. Il dit, toi, si tu avais fait preuve d'empathie, tu m'aurais posé une question. Et tu aurais évité de dire une connerie. Parce que je ne l'ai jamais formée. J'ai regardé comment elle faisait, elle est curieuse. Et donc, elle fait preuve d'empathie. Quand il y a quelqu'un qui passe devant sa loge et dit, oh, j'ai des problèmes avec mon mari. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah bon, qu'est-ce qui vous arrive? Parce qu'elle veut savoir. Faites preuve d'empathie. Manager, dirigeant, enseignant, commerciaux, faites preuve d'empathie, de cette curiosité qui fait que notre premier réflexe devrait être de poser une question. Retrouver cette maïeutique, ce sens du questionnement, cet art de la question que Socrate avait senti comme un élément fondamental du connais-toi toi-même et connais bien les autres. Interroger, retrouver le réflexe de questionner. L'école, on est obligé de le dire, nous a beaucoup plus appris à répondre à des questions qu'à les poser. Ça change, ça change. Il y a des initiatives aujourd'hui. J'en ai entendu dans les stages de formation, on a souvent des bons témoignages, des adultes qui sont avec nous, qui ont forcément des adolescents ou des petits-enfants parfois. C'est le petit gosse qui rentre de 7-8 ans, qui rentre à l'école avec un texte sur une page. Et puis il prend son goûter, puis il regarde un petit peu des images à la télé, puis ça a l'air de durer, sa mère s'inquiète en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Le maître, il a donné un texte, là, il faut poser des questions, etc. » La mère, elle regarde, et elle dit « Mais où sont les questions ?» Dans sa tradition, elle, on avait un texte avec des questions, puis qu'est-ce qu'il fallait faire? Répondre aux questions. Pourquoi le paysan est dans le champ? Pourquoi il est monté sur la charrette, etc. Et en général, on se débrouille pas trop mal. Et là, elle dit à son fils, bah, appelle ta copine, t'as dû oublier les questions, t'as été inattentif. On appelle la copine, et qu'est-ce qu'a dit la copine? Ah, il n'y a pas de questions. L'exercice, ça consiste à trouver des questions. Oh là 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 là, que c'est dur pour les parents, parce que pour trouver les questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Lire le texte. Bon, ça va encore. Deuxièmement, pour poser des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Comprendre le texte. Et il y a un troisième temps qui est redoutable. Pour poser des questions, il faut s'intéresser à quelque chose. Autrement dit, quand je questionne, je me révèle. Je montre mes centres d'intérêt, je montre mes craintes, mes préoccupations, mes envies, mes désirs. C'est extraordinairement révolutionnaire. Et quand l'enseignant, le matin, a tous ces petits gosses qui arrivent avec la feuille et qui arrivent avec les 3 questions chacun qu'ils ont posées, on fait un travail extraordinaire avec ça. On voit les questions communes, on voit les centres d'intérêt divers, on voit les préoccupations inventives, intuitives à travers les questions posées. C'est extraordinaire. En tant que manager, certains d'entre vous le sont, pour avoir animé beaucoup de réunions dans les entreprises, vous savez ce grand moment qu'est le moment où un animateur de réunion dit « Avez-vous des questions ?» Oh là là. Oh que c'est dur ce moment-là. Avez-vous des questions à poser? Nous ne sommes pas habitués à ça. Le professionnalisme, c'est cette curiosité-là, c'est cette empathie.
Nous tenons d'acheteurs professionnels, nouvelle génération, bien mieux formés que ceux d'il y a 30 ans, qui nous le disent aujourd'hui. Quand je reçois un fournisseur que je n'avais pas forcément prévu de recevoir, mais que bon, on a accepté de recevoir, qu'est-ce qui me fait dire au bout d'une heure que j'ai passé avec lui que j'ai envie de le revoir? C'est pas la qualité de l'argumentation, c'est pas la répétition de ce qui est écrit dans sa belle brochure souvent, c'est pas un boniment sur ses produits. Mais c'est le fait que, tiens, il nous a posé des questions là qu'on ne s'était pas posées. Il nous a ouvert les yeux sur un ou deux trucs, effectivement, qui déjà, à mon sens, méritent qu'on se revoie. Autrement dit, ce commercial-là s'est imposé à justifier sa valeur ajoutée par cette capacité de questionnement, de regard différent, parfois latéral d'ailleurs, inattendu, qu'il a apporté à l'autre. Je crois que c'est ce professionnalisme-là qui est à l'œuvre aujourd'hui. Capacité de comprendre, capacité d'interroger, capacité de faire avancer l'interlocuteur en se posant, j'aime pas trop dire les bonnes questions, parce que c'est un jugement, mais se poser des nouvelles questions, celles qu'on ne s'était pas posées. D'ailleurs, ce que l'acheteur a dit, c'est ça. C'est pas, il nous a posé des bonnes questions, mais il nous a posé des questions que nous, on n'avait pas vues comme ça. On n'avait pas vu le problème comme ça. Donc, l'écoute, c'est ça. Retrouver la vertu du questionnement. Expérimenter dans la vie de tous les jours. C'est pas si facile que ça. Je vous conseille comme ça, dans les 15 jours qui viennent, si vous allez chez des amis un samedi soir, ça cause de n'importe quoi, et puis lâchez la phrase « j'aime pas le bleu » et attendez les réactions. Il y a quelqu'un qui vous dit « t'as tort, c'est une très belle couleur », l'autre qui va dire « ça t'irait très bien », l'autre qui dit « moi j'adore ça ». Et puis s'il y en a un qui vous dit « quelle couleur tu préfères », mariez-vous avec, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui s'intéresse à l'autre, qui cherche à comprendre, c'est que du bonheur garanti. Parce que dans les deux exemples que je vous avais donnés tout à l'heure, bien sûr que la solution, c'était le questionnement. Quand quelqu'un me dit « le nouveau logiciel qu'on met en place, c'est pas pratique », bien entendu que la réponse très pro, c'était de lui dire « en quoi c'est pas pratique ? Qu'est-ce qui ne t'a pas paru pratique ? Qu'est-ce qui aurait pu rendre pratique ce matériel ?» Et puis, la vendeuse dans le commerce qui entend la phrase « j'aime pas le bleu », bah, effectivement, c'était la question « quelle couleur vous préférez ?» Ou peut-être même simplement, si elle est plus gênée sur sa gamme de couleurs, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce bleu? Autrement dit, avant d'argumenter, il faut savoir. Avant d'argumenter, il faut comprendre. Et cet effort-là, c'est un effort que tous, nous avons tous à gagner. Même Rogers le disait, moi aussi, j'ai des pannes d'empathie. De temps en temps, je fais revenir un patient parce que j'ai l'impression que je n'ai pas bien écouté, parce que je n'ai pas été assez loin avec lui, parce qu'on se laisse prendre dans la vie de tous les jours. Donc, capacité d'écoute, capacité d'empathie, quatrième vertu essentielle, à mon sens, et montante encore plus du professionnalisme. Cinquième critère qui nous paraît important et présent dans l'esprit d'un pro, c'est la capacité de se remettre en cause. Mais maintenant, je la présente plus sous un angle capacité et envie d'apprendre. Parce que se remettre en cause, c'est apprendre, en quelque sorte. Capacité de se remettre en cause, tirer des enseignements. Ça y est, ça commence à venir dans les esprits français. C'est dommage que c'est transité par outre-Atlantique pour revenir chez nous, mais c'est le rapport à l'échec. Que l'échec est formateur, que c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. On est dans la région du rugby ici, j'ai beaucoup travaillé avec un garçon comme Pierre Berbizier qui dit toujours « la victoire rend con ». Quand tu fais regarder un match à des joueurs qu'on a gagnés, ils font autre chose, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Alors que décortiquer la réussite, c'est une clé. Dans la vie de l'entreprise, j'ai beaucoup crapahuté dans les univers de formation commerciale. Beaucoup de managers commerciaux dissèquent dans les réunions l'échec qu'on a eu sur le contrat avec tel client. Et passe, comme on le faisait à l'école, quand on rend une note 20 sur 20, passe très vite sur la très bonne copie. On ne regarde pas ce qu'il y avait dedans, on ne regarde pas comment elle était construite, on ne regarde pas comment elle était faite, et on n'écoute pas le témoignage de celui qui l'a produit. Il faut autant consacrer d'efforts, de remise en cause et d'analyse sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je ne suis pas très fanat de la mentalité positiviste à tout crin et trop déséquilibrée d'inspiration américaine, qui ont tendance à mettre la poussière en dessous du tapis parce qu'eux veulent voir que ce qui marche bien. Je ne crois pas à ça. Je pense au sens de nos racines philosophiques, au sens d'Épictète, qu'il faut faire la part des choses, s'intéresser autant à ce qui marche qu'à ce qui ne marche pas.
Donc c'est ça l'esprit de remise en cause. Au passage, quand on équilibre les choses, quand on passe autant de temps à décortiquer parfois ce qui a bien marché pour en comprendre la réalité, ça dédouane et puis ça me met plus à l'aise pour analyser un jour les échecs qu'on a pu avoir. Je crois beaucoup dans ces dimensions-là. J'anime des séminaires de formation à la négociation et avec les stagiaires, on a des petits soucis parfois parce que quand on regarde, on fait des jeux de rôle. Donc dès l'instant qu'on fait des jeux de rôle, des jeux de simulation, il y en a qui marchent bien, il y en a qui aboutissent à un très bon résultat. La négociation est quasi parfaite dans son résultat, et puis parfois ça ne marche pas. J'ai remarqué que les gens le sentent, ils le voient quand on relit le debriefing d'une négociation qui a très bien réussi. Ils disent souvent on passe, bon c'était facile, ils disent le cas était facile. C'est une tendance très française, ça. Le cas était facile, c'est pas la peine de passer du temps là-dessus. On a compris comment ça fonctionnait. Comme si la facilité, en quelque sorte, était naturelle. Analyser à quoi ça tient. Dans l'univers sportif, beaucoup d'entraîneurs sont acquis à cette idée-là aujourd'hui. C'est plus en décortiquant un match à la fois sur ce qui a bien fonctionné que ce qui a mal fonctionné qu'on progresse. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. Quand on a gagné, il y a forcément des choses qui ont mal marché. Quand on a perdu, il y a forcément aussi des choses qui ont été bien faites. Donc cette lucidité, ce discernement très professionnel là, qu'on acquiert parfois avec le temps, avec l'expérience, d'accorder autant de temps, en quelque sorte, à cette analyse. Donc, tirer des enseignements. J'aime bien rappeler cette très belle pensée du regretté physicien français Philippe Gilles d'Eugène, qui disait « Progresser, c'est changer d'erreur ». C'est d'une grande humanité que de dire ça, et d'une très grande humilité. Progresser, c'est changer d'erreur. Ça donne la dimension vulnérable de l'humain, qui fait que nous ne faisons jamais qu'avancer, justement, à partir d'erreurs, à partir de choses qui sont faites, qui sont satisfaisantes, on passe à autre chose et on reprend des initiatives qui éventuellement peuvent échouer. Progresser, c'est changer d'erreur. Donc je crois que cette culture de l'enseignement tiré, tirer des enseignements qu'on retrouve dans la méthode expérimentale de Claude Bernard, fin du 19e, j'étais curieux de retrouver ça à Stanford, dans les universités américaines, où Claude Bernard est enseigné dans ces 3 dimensions élémentaires. Tirer des enseignements, ça veut dire quoi? D'abord, diagnostiquer, donc capacité, effectivement, d'identifier le problème. Deuxièmement, tirer des enseignements. 1, 2, 3, 4, de façon très énumérative. Et troisièmement, expérimenter un changement. Et comme Claude Bernard avait dû flairer que dans la mentalité française, la remise en cause, c'est pas un grand sport national, ça fait toujours très peur, il avait ajouté, mais sans trop l'écrire, mais en le disant plutôt, un quatrièmement, et si ça marche pas, vous pouvez toujours revenir à la situation d'avant. C'est pas interdit. Comme ça rassure. Donc, tirer des enseignements, ok, expérimenter du nouveau, et si ça marche pas, revenir en arrière. On n'arrête pas de le demander, de le suggérer aux politiques, qui sont confrontés à des problèmes complexes, difficiles, dans lesquels on ne sait pas forcément ce que ça peut donner. Que l'expérimentation est quand même la voie qui, aujourd'hui, est celle qui offre le plus de garanties. Par ailleurs, elle a tendance à diminuer la polémique aussi, forcément, parce qu'on va faire une expérience, on va tirer des enseignements, on va regarder ce que ça donne, et on va évaluer. On en parle beaucoup de cette capacité d'évaluation. Elle devrait être la clé dans l'esprit de la remise en cause. Et je crois qu'être pro, c'est pratiquer cette remise en cause. Alors de façon intermittente, pas permanente, j'ai toujours peur des gens qui me disent « je me remets en cause tout le temps ». Bon là, ça veut dire que la remise en cause d'hier n'a pas été efficace, donc ça fait un peu trop peut-être. C'est intermittent forcément, cette notion de remise en cause, et encore une fois, pas seulement sur ce qui va, mais aussi sur ce qui ne va pas, l'un et l'autre à peu près à égale part. C'est important, c'est ça qui fait avancer. J'ajouterais pour terminer sur la remise en cause, l'existence aussi nécessairement d'un certain parti pris d'optimisme pour faire de la remise en cause. C'est pas pareil que de se consacrer seulement à ce qui va bien, mais un parti pris d'optimisme. On sait la morosité ambiante qui pèse quand même assez lourdement sur notre mentalité française. Dès l'instant qu'il y a un début de reprise économique, il y a toujours un éditorialiste pour dire que ça ne va pas durer, que quelque chose va se produire. Donc c'est vrai que cette espèce de morosité-là nous pèse assez fort. Le parti pris d'optimisme, c'est oser regarder les choses avec, je sais que le mot est un petit peu banalisé, d'ordre de la vie de tous les jours, espoir, tout simplement. Notion d'espoir, quand on regarde nos grands penseurs, ce sont souvent des leçons d'espoir. On n'arrête pas de citer partout les grands hommes de l'histoire française, de la pensée, comme Saint-Exupéry, etc. C'est de l'espoir, fondamentalement. Donc,
Tirer des enseignements, c'est avoir l'espoir, effectivement, que les enseignements qu'on tire vont pouvoir éclairer positivement une situation. Donc notre morosité, là, nous coûte assez cher. Je me balade toujours avec j'espère que vous ne l'avez pas vu, celle-là, c'est pas une feuille de chou révolutionnaire, hein, c'est une ancienne couverture du Nouvel Économiste qui titrait, ce jour-là, « Vous êtes né après 1950, trop tard ». Donc là, vous êtes un certain nombre éradiqués déjà. Je vais vous lire la suite parce que vous êtes un peu loin. « Vos pères ont tout raflé, les bons salaires, les bons taux d'immobilier, les meilleures pensions de retraite. Aujourd'hui, pauvre jeune cadre dynamique, prends ton mouchoir et pleure. Ça coûte 3 €. Tu regardes un journal de 20 h le soir, t'es mort. T'es mort. Il faut aller travailler le lendemain, avec ça, ça pèse quand même. C'est ça, cette morosité-là. Ça pèse très, très, très durement. Et comme on le dit, ça structure nos inconscients quelque part. Structurer nos inconscients, ça veut dire que quelque part, ça alourdit en quelque sorte la charge de la difficulté. Être confronté à des épreuves et avoir le moral qui est mis dans les chaussettes de cette manière-là. Coué l'avait montré, on peut prescrire le symptôme assez facilement. On a eu des entraîneurs, parfois de l'équipe de France, qui disaient on n'est pas favori. Ah non, on n'est pas favori, ça s'est prouvé. Hein. À l'arrivée, on ne l'est pas, on a perdu. On peut prescrire le symptôme comme ça. Donc je crois que la culture de l'optimisme, le parti pris de l'optimisme, ça fait aussi partie de cette notion de remise en cause. 6e critère du professionnalisme, là encore, c'est pas un de ceux sur lesquels nous, dans notre mentalité française, même si c'est toujours dangereux de tomber dans les stéréotypes culturels et de comparer les nations et les peuples, mais c'est celui de la cohésion, c'est celui de la coopération, du faire ensemble, du faire ensemble. C'est vrai qu'on est dans une structure quand même assez marquée par l'individualisme qui a ses bons côtés. L'individu, l'importance de l'individu, le respect de la personne, etc. sont des éléments fondamentaux de notre mode de pensée, de notre structure, de nos valeurs. Mais en même temps, est-ce que c'est exclusif et est-ce que ça disqualifie pour autant le faire ensemble, la coopération, la cohésion, l'unité? Je crois que la vie politique reflète sans arrêt cette dimension-là, le renvoi des égos très forts qui s'opposent, l'énorme difficulté à être ensemble et à créer de la cohésion. La vie sportive, les sports collectifs le montrent tous les jours. Certains entraîneurs sont confrontés sans arrêt à ça, cette mayonnaise si difficile à prendre entre des égos qui jouent l'un pour soi et rarement pour les autres, et rarement surtout pour l'ensemble. Donc l'apprentissage de la cohésion. J'enseigne à HEC, je donne un travail à des élèves en sous-groupe. Normalement, ils se divisent par 3 ou par 5. 3 semaines après, ils reviennent. Et il y en a un qui vient en disant « Monsieur, on ne peut pas vous rendre le travail parce qu'il y en a un qui n'a pas terminé son truc. » Ils sont sortis dans le couloir, on est encore au stade taylorien du management, c'est-à-dire qu'ils ont divisé en 5 le travail à réaliser, chacun faisant sa partie. C'est encore d'actualité, ça. Donc là, on a un vrai travail de revitalisation, de remobilisation des esprits dans la dimension de la coopération. Partage, c'est le mot majeur du professionnalisme du XXIe siècle, du début en tout cas. Le partage d'expérience. Aujourd'hui, dans la formation, avant qu'un expert vienne donner des conseils à 10 vendeurs, dans lesquels assez facilement, c'est pas aussi simple toujours que de dire la règle des 3 tiers. 3 qui sont mauvais, 3 qui sont moyens, 3 qui sont bons. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je trouvais des cas dans lesquels il y avait 2 mauvais simplement, mais du coup vraiment très mauvais. Il y avait 5 ou 6 qui se débrouillaient pas trop mal, et puis 2 qui étaient des fers de lance. Avant de donner des enseignements, avant de leur enseigner des méthodes, avant de leur dire comment il faut faire, tout simplement créer le partage d'expérience. Créer le partage d'expérience. C'est-à-dire faire en sorte que ceux qui savent présenter le nouveau produit, qui l'ont prouvé par leurs résultats, alors qu'à côté d'eux, ils ont des collègues qui ruminent dans leur coin, qui n'y arrivent pas, dont les clients n'en veulent pas, paraît-il, et qui pensent que le produit n'est pas bon, etc. Alors qu'il y en a 2 dans l'équipe qui ont des résultats performants là-dessus. Partage d'expérience. Montée en puissance de la cohésion de l'équipe. Le rôle d'un manager aujourd'hui, dans la dimension professionnelle, c'est faire monter en puissance son équipe. Stimuler le partage d'expérience, avant déjà d'imaginer tout autre apport extérieur. Faire en sorte que cette culture du partage d'expérience soit essentielle. Vous connaissez, elle est vieille cette théorie, la théorie du maillon faible. Dans les sports collectifs, basket, rugby, football, tous les entraîneurs le savent.
Quand il y a un maillon faible, c'est la vulnérabilité de l'équipe qui est en cause. À très haut niveau, ça ne pardonne pas. Très très haut niveau, c'est foutu. Donc, nous avons un devoir là-dessus. Cohésion, partager l'expérience, échanger, coopérer, la dimension coopérative qui commence à s'imposer de façon assez sensible. C'est vrai que c'est pas facile de donner des notes collectives dans le système éducatif français, et pourtant dans la vie de l'entreprise, le fruit du travail est quasiment, dans 95% des cas, collectif. Que ce soit à 2, que ce soit à 5, que ce soit à 100, que ce soit à 1000, mais il est évidemment collectif. Donc cette dimension cohésive, cette dimension de partage, c'est celle qu'il nous faut faire monter. C'est très inégal aujourd'hui. Dans certains endroits, ça marche très bien. Nous sommes formateurs, on a la chance de circuler beaucoup dans différents secteurs d'activité. En plus, on le voit, c'est ce qui crève les yeux tout de suite. Une PME, une jeune start-up ou une entreprise plus traditionnelle qui ont des équipes qui ont ce sens cohésif, ce sens du partage, ce sens de la solidarité, ce sens de l'échange. La vie sportive, encore une fois, je le disais tout à l'heure, est révélatrice aussi. Certains entraîneurs qui changent de club, par exemple, me disent là, j'ai récolté un groupe très, très, très difficile. Et quand on les interroge, pourquoi il est difficile, excusez-moi l'expression, mais c'est leur langage, ils pensent qu'à leur gueule. Et ça donne rien, évidemment. Ça ne marche pas. L'argent n'y peut pas grand-chose là-dessus, ça ne marche pas. Parce que les sports collectifs, c'est tous ensemble. C'est l'interaction, c'est l'ensemble qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Donc, cohésion, partage d'expérience, je crois que c'est un élément essentiel du professionnalisme, c'est le faire ensemble, en quelque sorte, qui est tout à fait essentiel. Alors, est-ce que ça veut dire que le professionnalisme d'avant était plus individuel? On ne pourrait pas vraiment le dire, mais quoique, c'est vrai qu'on était plus dans des facteurs d'ailleurs de réussite individuelle. On vient de là, hein, on vient de cette culture du leadership fondée sur la réussite de l'individu. Aujourd'hui, le rôle d'un manager, c'est créer de la valeur, c'est faire en sorte que l'équipe qu'il a managée pendant 3 ans, quand il quitte cette équipe, elle soit globalement meilleure que quand il l'a prise il y a 3 ans. Pas mal de dirigeants sont acquis maintenant à cette idée-là. C'est ça qu'ils évaluent, c'est ça qu'ils jugent. Comment tu as fait monter en puissance ton équipe, que ce soit des techniciens, que ce soit des chefs de projet, que ce soit des commerciaux, monter en puissance son équipe. Et au total, pour terminer, je crois que le 7e critère qui découle de tout cela, c'est la place considérable à la formation. Formation permanente qui nous amène effectivement à nous préparer. Alors il y a une première version qui est préparer à faire différents métiers dans sa carrière, c'est ce que l'on dit en tout cas, mais de toute façon, formation parce qu'il y a un besoin constant de réactualisation de nos compétences et de nos connaissances. Il y a un besoin de se frotter avec les autres. Il y a un besoin aussi très important également de mailler aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller profiter d'expériences dans des domaines différents. On voit combien il y a des avantages à ce que, par exemple, dans les pôles de compétitivité des entreprises qui sont dans une certaine cohérence parfois d'activité, tirent aussi profit parfois d'autres entreprises, on vient de découvrir ça, qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas forcément spécialisées dans le même domaine, mais qui ont des méthodes de travail, qui ont des approches dont elles peuvent parler et dont on peut profiter. Autrement dit, c'est dans la diversité que tient l'efficacité. Et comme le disait Einstein, c'est aussi dans la difficulté que tient l'opportunité. Donc, échanger, partager ensemble, voir comment les autres résolvent les problèmes, c'est un des sens de la société d'aujourd'hui. J'entendais, vous l'avez peut-être vu hier soir, je ne sais plus si c'était France 2 ou TF1, au journal, sur un sujet tellement sensible qui est celui des problèmes de détention en France, qu'on sait dire aujourd'hui que la méthode qui marche le mieux dans d'autres pays, et même chez nous on l'a vérifié, pour les peines légères, ce sont les travaux d'intérêt général. On le sait, mais on ne le fait pas. On le sait. C'est ça, je crois, apprendre, tirer des enseignements, progresser là-dedans. Ça donne des résultats quantitativement largement supérieurs à la détention classique pour les peines légères. C'est la solution. Donc le professionnalisme, c'est vraiment ouvrir les yeux, regarder les autres, comment ils font, pourquoi ils le font, qu'est-ce qu'ils en tirent, voire l'améliorer même, voire l'améliorer. C'est retrouver aussi, à travers Internet, le vagabondage lucide et discriminant sur Internet qu'on doit avoir, parce que c'est très fouillis, évidemment, il y a de tout, mais retrouver peut-être aussi le goût de la lecture. Lire, c'est s'approprier. Lire, c'est parfois se donner l'occasion de penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé. Je pousserais très loin le bouchon.
jusqu'à dire dans certains cas, c'est pas ce qu'on a lu qui compte, mais c'est ce à quoi nous fait penser ce qu'on a lu. Autrement dit, je n'aurais pas pensé à ça si je n'avais pas eu un déclic qui était celui de la lecture. Il y a d'autres moyens que la lecture aussi, les conférences TED par exemple, tout ce qui traîne sur Internet aujourd'hui, qui est d'inégale qualité, c'est inévitable, comme la lecture d'ailleurs aussi, mais nous avons besoin de cette richesse et de cette source-là constamment, parce que je crois que la société d'aujourd'hui, difficile dans ce début du XXIe siècle, elle doit laisser une grande place, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, à l'innovation, à l'imagination, donc il faut féconder quelque part. Et cette fécondation, c'est pas le repli sur soi, c'est pas l'isolement, c'est pas la spécialisation outrancière, mais c'est regarder autour de soi, c'est regarder ce que font les autres. Donc je crois que le professionnalisme, pour toutes ces raisons-là, est fortement exigeant, encore plus exigeant peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, mais pour cette raison-là aussi, peut-être beaucoup plus passionnant. Il nous faut de l'engagement, il nous faut toujours de l'organisation, certainement. Il nous faut également une grande capacité d'adaptation, une belle capacité d'écoute, un sens de la remise en cause, une capacité du faire ensemble et de la cohésion. Et puis, cette dernière dimension qui est celle d'avoir envie de continuer à se former et à apprendre à son rythme, comme on le sent, en partageant et en osant regarder ailleurs. Je crois que le professionnalisme, à partir de là, a des chances à nouveau d'être à l'ordre du jour et de concerner tout le monde, depuis la start-up jusqu'aux entreprises les plus classiques, l'administration, l'université, les écoles. Je crois que cette notion de professionnalisme, c'est la clé et c'est une des richesses qui est devant nous. Et comme le disait Marcel Proust, le grand spécialiste du management et de la communication, il n'y a pas de réussite facile, mais il n'y a pas non plus d'échec définitif. Merci.